Siete tutti, Dominique Thiebaud, come Jean-Pierre Cousin, ha lavorato per molti anni al Louvre con Michel Laclotte, è stata a lungo conservatrice della pittura italiana e francese del Rinascimento al Louvre dove ha curato tantissime mostre, da quella su Giotto, sul quadro di Giotto anche che abbiamo visto stamattina, fino anche alla memorabile mostra su Andrea Mantegna del 2008, mi pare, che ha curato con Giovanni Agosti. Oggi ci parlerà di Laclotte e Avignone. Dunque, grazie alla Fondazione Zeri per l'invito, grazie anche per questa bella iniziativa. Devo dire che mi vergogno un po' e vi chiedo di scusarmi per questo intervento che è un po' fiume, che temo sembrerà dopo questi bellissimi interventi di stamattina di Alessandro un po' fattuale e talvolta aneddotico. Questo intervento sarà maggiormente basato su ricordi personali di Laclotte, colloqui, interviste pubblicate e naturalmente su quello libro pubblicato nel 2005, Storie di musei, il direttore del museo del Louvre si racconta, e anche sulle, forse un po' la novità, sulle lettere scambiate con Enrico Castelnuovo e Roberto Longhi. Queste diverse fonti, devo dirlo, non sono sempre convergenti, cosa che mi sembra non sorprende da un uomo che non era narcissico, che non aveva il senso del passato, ma guardava sempre il presente o verso il futuro. Desidero ringraziare per l'aiuto dato l'archivio storico dell'Università di Torino, in particolare Paola Novaria e Marco Testa, che studia nell'ambito della sua tesi sul carteggio di Castelnuovo, generosamente dato da Guido Castelnuovo all'Università di Torino. E ringraziare anche, no, voglio, scusi, complimentarli perché hanno messo online, hanno caricato una parte di questo carteggio e precisamente le lettere di Laclotte a Castelnuovo, che sono veramente appassionanti. Per quel che riguarda la corrispondenza tra Roberto Longhi e Laclotte, voglio dare i miei più vivi ringraziamenti al Dipartimento delle Pitture del Louvre che veramente a titolo eccezionale mi hanno permesso di pubblicare su Prospettiva questo carteggio di Longhi alla Clotte e si trova che la Fondazione Longhi, in particolare la presidente, la professoressa Cristina Cidini, il consiglio direttivo, mi hanno anche concesso questa possibilità di pubblicare le lettere su Prospettiva. Mi scuserete, ma è meglio se continuo in français. Durant cette journée, il est beaucoup question des rapports que Michel Laclotte a tissés avec les musées de province français. Mais si l'on accepte bien sûr le lien qui le rattachait à sa ville natale, Saint-Malo en Bretagne, celui qui l'unissait à Avignon est unique par sa nature spécifique, son intensité et sa longévité. Il s'agit d'une relation qui est vraiment passionnée et qui dépasse le cadre strict des musées pour se porter sur la ville entière, avec bien sûr son site exceptionnel, les traces de son passé prestigieux, en priorité celles du Trecento et du Quattrocento, mais pas uniquement, il s'intéressait aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle avignonnais, je pense à Renaud le Vieux ou à Joseph Vernet, mais un lien aussi qui englobe la Provence occidentale, avec ses paysages superbes, ses richesses artistiques, ses grandes manifestations culturelles, expositions, festivals de théâtre et d'opéra. Quasiment chaque année en juillet, Laclotte fréquentait
vede? Sì, sì, sì. No, ma la... Ah, si. La Claude fréquentait le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et je vous projette une photo de ce Don Giovanni dont on a parlé ce matin, qu'il aimait tant, qui a été créé en 1949, un an après la création même du festival d'Aix-en-Provence, dans les décors de Cassandre. Alors je ne dis pas que la Claude l'a vu en 1949, mais je sais par des amis très proches qu'il a vu ces décors de Cassandre un peu plus tard. Il y avait aussi les chorégies d'Orange et il combinait astucieusement ses représentations du mois de juillet avec ses séances de travail à Avignon. Pendant 70 ans, son attachement à Avignon n'a jamais faibli. Ainsi, le musée du Petit Palais, qui est incontestablement la plus fameuse de ses réalisations muséographiques hors de Paris, aura mobilisé, j'en reparlerai, son énergie des années 1950, vraiment à ses tout derniers moments. Si j'ai proposé d'évoquer cette vicenda avignonnaise, c'est qu'elle est peut-être moins connue que d'autres. C'est aussi qu'elle m'a semblé témoigner, condenser à son échelle propre, donc petite, de la diversité de son action et de son constant désir de synergie, illustrait parfaitement les deux pôles d'une carrière où l'homme de musée et l'historien d'art sont inextricables. S'y révèlent aussi ses qualités légendaires, dont il a été question évidemment ce matin, fougue, rapidité de jugement et d'action, ténacité, sens de la chose publique et du patrimoine, un talent hors pair de négociateur et de patron, capable de fédérer autour d'un projet ambitieux les édiles municipaux, le personnel administratif, en France c'est fondamental, des collaborateurs, des étudiants, ainsi que les facettes d'une personnalité complexe qui n'est pas dénuée de contradictions. Dans le cas d'Avignon, se mêlait un amour sincère de la ville, une volonté déterminée d'enrichir son patrimoine et de le rendre accessible à tous, mais aussi, il faut peut-être le reconnaître, la vision idéaliste, disons-le parfois un peu jacobine, du haut fonctionnaire parisien, qui est désireux de créer une structure idéale, parfaite, sans peut-être prendre suffisamment en compte les réalités locales, les susceptibilités des uns et des autres, la question de la pérennité de son entreprise. À quand remontent ses premiers contacts avec Avignon? Dans son livre de souvenirs, le livre traduit en italien de 2005, il ne mentionne pas le musée Calvé d'Avignon parmi les musées qu'il a découverts au lendemain de la guerre, tout jeune adolescent, au hasard de ses vacances. Pourtant, il est bien présent à Avignon en 1947, puisqu'il raconte son éblouissement face à l'exposition magnifique que le critique d'art Christian Zervos et sa femme Yvonne ont consacrée aux grands peintres et sculpteurs contemporains, Picasso et Matisse en tête, dans la grande chapelle du Palais des Papes. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette année 1947 est très importante pour Avignon, puisque précisément les Zervos, hommes, mari et femme, et le grand poète René Char ont convaincu Jean Villard de créer le festival de théâtre d'Avignon, festival que la Clotte fréquentait peut-être plus épisodiquement que les festivals lyriques, mais enfin c'est une année fondamentale. Quoi qu'il en soit, à partir de 1953-1954, la Clotte va se rendre régulièrement à Avignon dans le cadre de ses missions à l'inspection des musées de province. Il faut signaler que, comme plus tard à Orsay, au Louvre, à l'INHA, il a su tisser, sans esprit de calcul, mais avec la cordialité, ce talent de sympathie qui émanait de lui, un réseau solide d'amitié et de relations professionnelles sur lesquelles il a pu s'appuyer. Je pense bien sûr en priorité au conservateur des musées avignonnais, Georges Deloye, le conservateur du musée Calvé, devenu en 1976, après l'ouverture du Petit Palais, le conservateur en chef des musées d'Avignon, ainsi que les conservatrices successives du musée du Petit Palais, d'Elisabeth Mognetti, dont il a déjà été question, à Dominique Vintin, sans oublier Esther Munch, qui nous a quittés il y a presque jour pour jour, effectivement, l'année dernière, à qui il vouait une profonde affection.
L'amitié et l'admiration qu'il portait de longue date à Giovanni Previtali et ensuite à Luciano Bellosi, les rapports excellents qu'il a tout de suite noués avec la surintendance ont été déterminants, comme l'a rappelé Alessandro, tout jeune inspecteur à l'époque, pour orchestrer les 2 versions de l'exposition du Gotico Senese et l'ambitieux colloque piloté à Avignon par un autre soutien actif de la Clotte, Marie-Claude Lionelli, la directrice du Centre international de recherche et de documentation du Petit Palais. 2 amis très chers ont aussi beaucoup contribué à entretenir cette flamme avignonnaise. Il en a été question, effectivement, je crois que c'est Andrea qui en a parlé. Roselyne Bacou, rencontrée au début des années 1950 à l'école du Louvre, que les plus anciens d'entre vous, nous sommes en effectif réduit, ont connue. Spécialisée dans l'étude du dessin italien, elle a été la conservatrice puis directrice des dessins du Louvre, devenu ensuite d'ailleurs à son initiative le département des arts graphiques. Or, en 1950, elle hérite de son grand-père, Gustave Fayet, ami et mécène du grand peintre symboliste Odilon Redon, le magnifique Fort Saint-André, situé à Villeneuve-les-Avignon, sur la rive opposée du Rhône. Je crois que vous avez une vue, mais enfin, il y en a une qui a été projetée, qui est beaucoup plus suggestive que la mienne, où l'on voit effectivement au fond la magnifique propriété de Roselyne. C'est certainement la Clotte qui conseille à Longhi de visiter, là je cite, l'extraordinaire château de Mademoiselle Dodine, pour reprendre les mots du professeur, et Dodine était le surnom qui était donné à Roselyne par sa famille. Au cours de ce mémorable, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de ce mémorable voyage en taxi qu'il a mené avec Anna Banti de Paris à Florence. Et il dit dans une des lettres justement à la Clotte, « Arriver à Florence dans un taxi parisien n'est-il pas chic ?» L'autre ami, également de toute une vie, qui partageait son amour d'Avignon et de la Provence, c'est bien sûr Enrico Castelnuovo, son premier ami italien, rencontré à Paris fin 53, début 54, à l'époque où l'étudiant piémontais fréquentait la Bibliothèque nationale de Paris pour sa thèse sur Matteo Giovannetti. Je reviendrai tout à l'heure sur leur complicité intellectuelle et amicale. Mais la personne clé, dont il n'a pas encore été question aujourd'hui, dans cet enracinement avignonnais, a été une fois encore Jean Vernier-Ruiz, comme pour beaucoup d'autres choses. Jean Vernier-Ruiz, que la Clotte regardait comme son premier maître, le second étant, bien sûr, Roberto Longhi. Après un stage effectué au département des peintures, dans le cadre de sa scolarité à l'école du Louvre et grâce à la présence au département de Sylvie Béguin, la Clotte avait obtenu en 1952 un rendez-vous auprès de Vernier, qui fut de 1945 à 1961 inspecteur général des musées de province. Certainement séduit par la vivacité de ce tout jeune homme, la Clotte avait 23 ans, son intérêt passionné pour les musées de province et des connaissances étonnantes au regard de son âge, il l'engagea aussitôt comme bénévole dans son équipe. De son côté, la Clotte fut impressionnée par cette figure hors du commun qui allait le marquer jusque dans ses goûts personnels, en particulier l'amour du chant lyrique que Vernier, petit-fils d'un grand ténor de la fin du XIXe siècle, Edmond Vernier, aimait passionnément. Médecin de formation, comme son ami de jeunesse Louis Aragon, il avait occupé à partir de 1930 des postes variés dans les musées. Mais la part la plus remarquable de l'action de Vernier s'est exercée après la Seconde Guerre au sein des musées de province. Avec une intelligence et une énergie que la Clotte a saluée à maintes reprises, Vernier fut l'artisan de la renaissance des musées français qui avaient lourdement souffert de la guerre. On lui doit un vaste programme de reconstruction pour les nombreux bâtiments détruits, de nouveaux aménagements muséographiques, une politique soutenue en matière de restauration, d'acquisition, de dépôt entre musées, d'exposition temporaire, ainsi qu'une ouverture à l'art contemporain et une action très forte dans le domaine, on disait surtout à l'époque, éducatif, effectivement, et accompagné, bien sûr, d'expositions.
Vernier était convaincu qu'il ne fallait pas essayer, ça c'est un point je crois important, de transformer les musées de province en petits louvres avec des collections encyclopédiques, mais au contraire, je cite Laclotte, accentuer leur vocation en fonction des conditions régionales ou des collections existantes. Et c'est ce principe qui a poussé Vernier à regrouper dans des lieux évidemment pertinents et bien choisis des collections dispersées, à commencer par la plus importante, voici un portrait de Vernier, à commencer par la plus importante de toutes, la collection Campana, acquise par Napoléon III en 1861, et pour ce qui est des peintures, stupidement dispersées à travers toute la France entre 1863 et 1876. Sur les 641 tableaux que comptait la collection Campana, 500 furent envoyés dans 95 musées, le reste demeurant au Louvre et au musée de Cluny. Des polyptyques avaient été absurdement démembrés, tels par exemple le polyptyque de Paolo Veneziano qui avait été divisé entre Ajaccio, Toulouse et le Louvre, des pendants avérés ou considérés à tort comme tels, par exemple les histoires de Suzanne que Andrea a évoquées ce matin, tout cela avait été séparé. Et au lendemain de la Seconde Guerre, Vernier acquit la conviction qu'il fallait réunir l'ensemble le plus cohérent et quantitativement le plus remarquable de la collection Campana, je veux dire les 300 primitifs. Après avoir envisagé plusieurs scénarios, il y a eu un scénario effectivement entre 3 musées, je crois que c'était Montpellier, Le Mans, Corentin, effectivement on doit le savoir, et Avignon. Après avoir songé au musée Fesch, en raison évidemment du noyau de primitifs important, le choix de Vernier s'est finalement porté sur Avignon, poussé bien sûr par Georges Deloye, le conservateur du musée Calvé. Il faut dire que Avignon avait de gros avantages par rapport aux autres villes, c'est qu'elle pouvait se vanter évidemment d'avoir hébergé les papes durant le Trecento, de posséder des fresques de Simone Martini, de Matteo Giovannetti, de ses disciples, toujours visibles à Notre-Dame-des-Dons, au Palais des Papes et dans les livrets cardinalis. Pour abriter le nouveau musée, la municipalité d'Avignon proposa dès février 1952, donc très tôt, de libérer rapidement l'ancien palais des archevêques, le dit Petit Palais, qui était alors occupé par un lycée, un superbe édifice construit au Trecento, à proximité immédiate du Palais des Papes et de Notre-Dame-des-Dons, remanié au Quattrocento, qui fut un temps la résidence du légat Giuliano della Rovere. De son côté, la direction des musées de France promettait de conclure la restauration des tableaux Campana destinés au nouveau musée pour 1957. Des délais qui, bien entendu, ne furent pas tenus, puisque le musée du Petit Palais ne fut inauguré qu'en juillet 1976. Vernier voit tout de suite dans le jeune Laclotte la personne idéale pour le seconder dans cette tâche gigantesque. Avant de rapatrier les 300 primitifs Campana, il était nécessaire dans un premier temps de les recenser et de les étudier scientifiquement. Laclotte, qui a suivi à l'école du Louvre un cours de peinture italienne, assuré par un personnage qu'aucun d'entre vous ne doit connaître, qui s'appelle Michel Florisson, choisi par pragmatisme. Je dis pragmatisme parce que jusque-là, il n'était pas du tout attiré par la peinture des XIVe et XVe siècles, de consacrer sa thèse aux peintres siennois et florentins des musées de province. Afin d'identifier correctement cette masse de tableaux, il décide d'aller travailler à Florence en novembre 1953. L'histoire est bien connue, ici même je crois que Neville l'a raconté lors d'une journée consacrée à Roberto Longhi. C'est Luisa Marcucci qui le pousse à téléphoner à Roberto Longhi, lequel accueille aussitôt le jeune homme avec bienveillance et générosité. C'est le début d'une amitié qui dura jusqu'à la mort du professore en 1970 et fut jalonnée de nombreuses rencontres à Florence et à Paris.
Cette même année, 1953, Vernier a confié à Laclotte la tâche d'organiser au plus vite une exposition consacrée aux primitifs italiens des musées de France. Ce sera la fameuse exposition de Giotto à Bellini, dont il a été beaucoup question déjà, qui s'est tenue de mai à juillet 1956 à l'Orangerie des Tuileries et au Musée des Arts Décoratifs. Au-delà de son ambition scientifique évidente et sur laquelle je ne vais pas revenir, l'exposition était censée promouvoir le regroupement des primitifs Campana à Avignon, même si concrètement les tableaux Campana dans l'exposition ne comptaient que pour la moitié des œuvres présentées. Devant le succès remporté par la manifestation, il y a eu plus de 50 000 visiteurs, ce qui était énorme pour l'époque, et une majorité, bon, il y a évidemment le problème de l'article d'Isarlo, bien connu, mais la plupart des comptes rendus ont été quand même louangeurs. Tout le monde fut assuré du bien fondé de l'initiative de rassembler donc les tableaux Campana à Avignon. D'autre part, il faut bien dire que cette exposition a eu le mérite de faire avancer le travail en vue du futur musée, notamment en favorisant le retour des tableaux à Paris, pour les montrer à l'exposition précisément, leur étude au laboratoire et leur restauration. En réalité, le retour des tableaux à Paris a duré jusqu'en 1970. Les négociations furent parfois très difficiles, notamment quand les œuvres en question, et je vous en montre une qui est particulièrement emblématique, le Carpaccio de Caen, comptaient parmi les chefs-d'œuvre des musées. Et il a fallu le talent diplomatique de Laclotte, sa force de conviction, pour décider les conservateurs et les maires à se dessaisir de leurs œuvres et en retour accepter les échanges proposés avec des peintures qui venaient majoritairement des réserves du Louvre. Il y a eu par exemple un noyau anglais à Bordeaux, des tableaux impressionnistes à Rouen. Toujours cette idée de renforcer la spécificité des musées selon effectivement l'intuition, enfin les convictions de Vernier-Ruiz. L'idée s'imposa rapidement d'adjoindre au noyau Campana des tableaux italiens du Louvre entrés sous l'Empire, des réquisitions italiennes qui n'avaient pas leur place dans l'accrochage de la Grande Galerie, l'ensemble de primitifs italiens détenus par le musée de Cluny, ainsi que les peintures et sculptures médiévales du musée Calvé et du musée lapidaire, avignonnaise pour l'essentiel. À l'initiative de Laclotte, une dizaine de tableaux furent achetés par la Fondation Calvé d'Avignon afin d'étoffer les collections du futur musée. Je vous en montre une, pardon pour cette photo qui n'est peut-être pas très bonne. L'impressionnant Saint Jean-Baptiste de Cristoforo Scacco que Laclotte a fait acheter en 1966 chez Agnew à Londres. Cette politique s'est poursuivie après l'ouverture du musée jusqu'au milieu des années 1980 avec des achats onéreux, majoritairement des tableaux siennois. Alessandro les a montrés tout à l'heure. Tableaux siennois, je dois dire, qui étaient d'autant plus faciles à plaider devant des édiles municipaux que Avignon et Sienne avaient un lien de jumelage politique. Donc c'était effectivement, ça parlait, comme on dit en français, beaucoup effectivement aux élus de voir des œuvres siennoises. La fin des années 1970 et le début des années 1980 correspondent à l'âge d'or du musée du Petit Palais, dont le point culminant fut la somptueuse exposition de l'art gothique siennois en 1983, dont a parlé l'ami Alessandro avant moi. Une exposition, il faut le reconnaître, restée sans égale par son ambition scientifique, elle n'a pas eu depuis de comparable, et le colloque international avignonnais consacré au rayonnement de l'art siennois du Trecento en Europe qui l'a accompagné. Les relations que Laclotte, de complicité que Laclotte avait su tisser avec le maire de l'époque ont beaucoup contribué à cette réussite. Mais malheureusement, ce maire, qui s'appelait Henri Dufaux, a été battu aux élections municipales la même année
en particulier à cause de sa politique culturelle qui a été jugée dispendieuse. Il y a eu ensuite un désintérêt progressif pour le musée du Petit Palais qui a été assimilé justement à l'action du maire précédent, à cet Henri Dufaux, perçu aussi comme un musée sans ancrage local, imposé par Paris. Tout cela, effectivement, fait que à partir des années 83-85, si vous voulez, il y a vraiment eu un coup d'arrêt à cet essor magnifique du musée du Petit Palais qui n'a jamais, effectivement, depuis récupéré l'éclat qu'il a eu à la fin des années 70-80. Revenons au chantier du musée du Petit Palais. Au printemps 1959, Vernier et Laclotte se rendent à Avignon pour étudier les problèmes d'aménagement du bâtiment en musée. Et en 1961, deux architectes sont nommés, l'un Jean Saunier pour la restauration du bâtiment, l'autre André Herman pour les aménagements muséographiques. Si Laclotte est partisan de conserver les décors, comme je crois que ça avait été fait quelques années avant à Pérouse, les décors des 18e et 19e siècle. Il me semble qu'à Perugia, effectivement, on avait aussi voulu, c'était un acte très fort, conserver les décorations anciennes. En revanche, il veut à tout prix éviter le côté reconstitution d'époque avec du mobilier ancien, des grilles en fer forgé, alors que c'était la volonté de l'architecte des monuments historiques, Saunier, et celle de Georges Deloye, le conservateur du musée Calvé. À ses yeux, la qualité de l'architecture intérieure et extérieure, la vue des fenêtres du palais sur le Rhône, je le cite, une des plus belles vues de musée au monde, avec l'abbaye Saint-André en face et de l'autre côté le palais des papes, suffisent pour suggérer aux spectateurs le XIVe et le XVe siècle. Il souhaite établir, d'autre part, une distance entre l'œuvre d'art, et ça c'est ce qu'il a fait absolument partout, tableaux ou sculptures, aussi bien effectivement dans la Grande Galerie presque 10 ans avant et à Orsay, et son environnement architectural. Et il convainc pour cela Herman de s'inspirer des exemples italiens récents de Scarpa et d'Albini, à Castelvecchio et au Palazzo Rosso. Il estimait d'ailleurs que la muséographie italienne de l'époque était la meilleure du monde. Le chantier traîne malheureusement en longueur, les rapports se dégradent entre les deux architectes, poussant Herman à se retirer, et c'est un designer plus jeune, Alain Richard, qui poursuivra le travail dans le respect total d'ailleurs du projet de Herman. La scénographie est sobre et discrète, aussi bien dans les dispositifs d'éclairage et de signalisation que dans le profil des socles qui sont destinés à accueillir des œuvres de grande et moyenne dimension. Des bandeaux, comme vous le voyez sur la droite, rassemblent visuellement les petits panneaux afin qu'ils ne paraissent pas perdus dans l'espace et qu'ils soient protégés du vol par un système de pinces. J'ajouterais effectivement, et vous en avez un exemple sous les yeux, que le refus du pastiche qu'anime Laclotte le conduit, comme d'ailleurs ça a été le cas dans la Grande Galerie du Louvre, à retirer de manière un peu systématique les cadres néogothiques des tableaux Campana pour les glisser dans des cornières métalliques, un parti qui peut se défendre dans le cas de fragments et qui est peut-être, bon, avec le recul, moins acceptable pour des panneaux complets, comme c'est le cas du Neri di Bicci que vous avez sous les yeux. Laclotte participe activement à l'accrochage qu'il a pensé selon un parcours chronologique scandé par un découpage en école régionale. Et pour lui, c'est un moment vraiment d'excitation et de jubilation. D'ailleurs, on s'en rend compte en voyant la photo. Et je ne peux pas d'ailleurs résister à la tentation de vous lire une lettre qu'il a envoyée à l'un de ses meilleurs amis qu'on a nommé ce matin, il s'agit de Jean Coural, en juillet 1976, quelques jours donc avant l'inauguration. Je trouve que c'est tout Laclotte. 3 semaines de vrai plaisir. Rien ne me plaît ne me plaît tant qu'un tel chantier où ma présence est requise à tout instant, sur plusieurs étapes et où le travail, faute de temps, est tout entier consacré
au travail sans graisse. Attendez, j'ai dû faire une faute de frappe, pardon, et où je ne sais plus ce que j'ai voulu dire, au travail sans graisse ni bavure. Exact résultat, exactement semblable à ce que je sans doute ce que j'aurais fait de mieux. La clotte devait être totalement épuisée au moment de l'inauguration, car à peine quelques semaines plus tôt, je pense que Jean-Pierre doit s'en souvenir, il avait achevé le catalogue scientifique des peintures italiennes du musée dans des conditions absolument terribles. Je crois qu'il travaillait la nuit, enfin, c'était une vraie panique. Il était effectivement impensable pour lui que le catalogue ne fût pas prêt le jour de l'ouverture. Pour cela, il s'était assuré depuis plusieurs années le concours d'une jeune conservatrice, Elisabeth Mognetti, qui avait débuté par des recherches à la Fondation Longhi, puis rejoint le service de restauration des musées nationaux pour suivre les dernières campagnes de restauration. La taille modeste de ce volume, qui était le 21e de l'inventaire des collections publiques françaises qu'on a évoqué, une grande entreprise qu'on a évoquée ce matin, avec Jean Coural et Roselyne Bacou, le nombre très élevé des peintures à cataloguer imposait des notices courtes, informatives, sans fioritures, mais cela répondait effectivement de toute façon à son goût profond. Bien sûr, la bibliographie devait être exhaustive, mais il était à ses yeux primordial de collecter les avis récents des meilleurs connaisseurs. C'est une des raisons, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est une des raisons pour lesquelles la Clotte n'aimait pas les monographies, parce qu'il les trouvait démodées au moment de leur parution. Il avait cette espèce d'obsession de coller toujours à l'actualité avec une frénésie, une anxiété de rater quelque chose, effectivement de coller à l'actualité la plus récente. Federico Zeri s'est montré particulièrement généreux pour cette première édition, mais aussi Miklos Boskowitz, Luciano Bellosi, Everett Fay, pour n'en citer que quelques-uns. Dans cette première édition, très rapidement épuisée, il y a eu une réédition en 1977, l'accent était porté principalement sur les questions d'attribution et de reconstitution d'ensemble. Ce fut encore le cas, effectivement, dans celle de 1977 et dans celle de 1987, toujours confiée à Elisabeth Mognetti, alors que la 4e édition, celle de 2005, rédigée avec le concours cette fois d'Esther Munch, réservait une plus large place à l'iconographie, à l'étude matérielle des œuvres, préalable qui à l'époque était devenu absolument indispensable à toute reconstitution d'ensemble démembré. C'est Neville qui fut chargé de réaliser les montages photographiques qui sont ajoutés en annexe. Je tiens à vous montrer une séance de travail préparatoire donc, qui a été prise en 2004 par un ébéniste qu'a évoqué, je crois, Andrea ce matin, Patrick Mandron, qui montre aux côtés de la Clotte et d'Esther, Andrea, Neville et un autre ébéniste, effectivement, qui est celui qu'on voit assis, Daniel Jonard. Le catalogue en question ne portait que sur les peintures italiennes, à l'exclusion des sculptures avignonnaises, qui devaient faire l'objet d'une publication spécifique, et des peintures provençales. Bien entendu, la Clotte n'était pas indifférent au patrimoine même d'Avignon. Dès les années 50, son affection pour la peinture siennoise l'avait rendu particulièrement sensible aux vestiges de Simone et de Matteo Giovannetti, visibles dans la Cité des Papes, vestiges que l'ami Enrico Castelnuovo étudiait alors dans le cadre de la thèse de perfezionamento intitulée Matteo Giovannetti e la situazione dell'arte italiana ad Avignone nel XIV secolo, entreprise en 1952 sous la direction de Longhi, soutenue en 1955, qui a débouché sur le livre de 1962, qui a été réédité en 1991. En avril 1957, Castelnuovo l'invite d'ailleurs à venir le rejoindre quelques jours à Avignon
Je cite Castelnuovo pour étudier la question du Simone de Notre-Dame des Dons. Amoureux de la peinture comme il l'était, grand admirateur de surcroît des écrits de Charles Sterling, Laclotte n'a certainement pas manqué d'aller, bien sûr, admirer les chefs-d'œuvre de la peinture provençale du Quattrocento à Aix et à Villeneuve-les-Avignon. Vous avez sous les yeux le célèbre couronnement de la Vierge d'Enguerrand-Cartou. Reste qu'il n'a jamais rien publié sur la peinture en Provence quand il est contacté, début 1959, par l'éditeur Pierre Segers. Ce dernier, Segers, une figure remarquable, poète, résistant de la première heure, éditeur de génie, lui propose de diriger une nouvelle collection dénommée l'École de, qui serait consacrée à des groupes, des mouvements et des écoles, sous la forme de petits volumes illustrés de photographies. Alors ça, c'est le livre de Castelnuovo, c'est de 1962, que Laclotte m'avait offert, c'est mon exemplaire personnel, venant de Jean Coural, d'ailleurs, je crois. Et voici donc l'école d'Avignon. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu le fil. Donc, ce serait effectivement de petits volumes illustrés de photographies en couleur. 50 pages de texte et 50 pages de planches. Pour des raisons sentimentales, Segers, qui a passé ses années de jeunesse en Provence, souhaite que le premier volume soit consacré à l'école d'Avignon et que Laclotte en soit l'auteur. La correspondance entre Laclotte et Castelnuovo est capitale pour comprendre la genèse du projet et l'avancement du travail. Dans un premier temps, Laclotte refuse, déclarant selon ses mots qu'il n'a fait que commencer il y a quelques années à étudier les Siennois d'Avignon, et il avance, tout à fait légitimement, le nom de Castelnuovo. Mais Segers veut que les premiers volumes soient écrits par des Français, tout en écartant Charles Sterling, qu'il juge trop connu et trop âgé. Finalement, Laclotte se laisse convaincre. Et ainsi qu'il l'écrit à Castelnuovo en mars 1959, cela lui fera du bien d'étudier tous les problèmes 14e, 15e, France, Italie. D'autre part, il s'agit, lui dit-il, toujours en 59, de rédiger un petit ouvrage de vulgarisation intelligente et non pas d'avancer des thèses révolutionnaires. Il est tout de suite gêné, cependant, par la dénomination École d'Avignon. Selon lui, il n'y a pas une école d'Avignon, mais deux écoles d'Avignon, car les peintres, en majorité, il faut le souligner, étrangers au midi de la France qui ont travaillé à Avignon, tant au Trecento qu'au Quattrocento, n'ont comme seul point commun, je le cite, que le lieu qui les vit naître. D'autre part, il estime, tout aussi légitimement, qu'au XVe siècle, Avignon est un centre tout aussi important qui vit naître le premier chef-d'œuvre de l'école dite d'Avignon, le fameux triptyque d'Aix. Je vous montre une photo, effectivement, de ce triptyque qui a été reconstitué au Louvre dans une petite exposition en 2004. Mais bon, maintenant, on a bien compris effectivement que Laclotte était une personne éminemment pragmatique et finalement, bon, il abandonne ses réticences et il se lance dans l'entreprise. On ne peut qu'admirer le tour de force que représente la rédaction de cet ouvrage, qui a été rédigé en 9 mois à peine sur un sujet, nous l'avons dit, qui est quand même quasiment neuf pour lui. C'est un témoignage supplémentaire, s'il en fallait, de sa passion pour la peinture, de sa frénésie d'apprendre, de son remarquable esprit de synthèse et de sa prodigieuse efficacité. Cette plaquette, parce que c'est ainsi qu'il la désigne, reste un modèle du genre par la clarté de l'exposé, l'acuité des analyses stylistiques, la précision et l'élégance du style. Certes, l'ouvrage doit beaucoup pour le Trecento aux études que mène Castelnuovo, qui vient tout juste de publier dans Paragone, donc en 1959, un article admirable, vraiment d'une érudition impressionnante, qui s'appelle Avignone rievocata et qui est absorbé alors par l'édition de son Matteo paru, je l'ai dit tout à l'heure, en 1962.
Cette année 1959 donnera lieu à des échanges épistolaires passionnants entre les deux amis que je vous engage donc à consulter par Internet puisque l'Archivio Storico de Turin a mis tout ça, effectivement, a rendu tout ça accessible. Pour ce qui est de la peinture provençale du Quattrocento, une question jusque-là peu abordée dans l'historiographie française le préoccupe, celle de ses liens avec plusieurs centres méditerranéens, au point qu'il consacre un chapitre spécifique à cette question, problème, effectivement, il s'appelle Problème méditerranéen. Il s'appuie largement sur les écrits de Longhi, qui, dès le Pierrot de 1927, a inscrit Enguerrand-Carton dans une perspective européenne, insistant sur ses rapports avec la culture toscane, alors que c'est intéressant de comparer le point de vue de Longhi et celui de Sterling, alors que pour Sterling, la parenté entre Carton et les grands Italiens du Quattrocento est en fait purement superficielle et ne fait que refléter une réaction commune face à une même ambiance méditerranéenne. Il n'y a absolument pas question de véritable circulation, effectivement, entre Florence et la Provence. C'est juste finalement quelque chose de purement superficiel face à un paysage, une lumière spécifique. Une large place est réservée au rapport entre Flandre, Provence et Naples, où séjourne entre 1438 et 1442 l'infortuné roi René, peut-être suivi du maître d'Aix. Il n'est pas question à l'époque de Barthélemy d'Aix. Et ce maître d'Aix, donc, qui aurait marqué de son empreinte la peinture locale, enfin la peinture napolitaine, et notamment le jeune Colantonio. Mais c'est peut-être sur les échanges méditerranéens de la fin du siècle que la Clotte apporte l'éclairage le plus personnel en insistant, notamment à propos de Josely Franks, sur les relations qui unissent Avignon, Aix et Marseille d'un côté et d'autres foyers méditerranéens, la Lombardie, le Piémont, la Sicile et la Catalogne. La Clotte s'est bien sûr beaucoup nourrie des travaux de Charles Sterling, le meilleur connaisseur à l'époque de la peinture provençale, à qui l'on doit la résurrection artistique de plusieurs peintres connus avant lui, uniquement par les documents, et des intuitions géniales en matière d'attribution. En 1959, précisément, Sterling rend à Enguerrand-Carton la Pietà de Villeneuve-les-Avignon et la Clotte, toujours soucieux, nous l'avons dit, de rendre compte de l'actualité la plus récente, insère in extremis quelques lignes à la fin de son chapitre sur le chef-d'œuvre anonyme, chef-d'œuvre qui était distinct du chapitre sur Enguerrand-Carton, pour mentionner cette solution lumineuse d'un problème longtemps irrésolu, tout juste apporté par Sterling. Il ne faudrait pas néanmoins réduire l'école d'Avignon de la Clotte à une compilation habile et intelligente. Les propositions nouvelles n'y manquent pas, en particulier dans les notes. L'un des mérites de ce petit bouquin, bien renseigné de divulgation intelligente, comme l'en félicite Longhi, est par exemple d'avoir mis en évidence l'ambiance particulière qui règne à la cour des papes, en particulier le vif intérêt pour la nature qui s'exprime au palais, dans les décors pariétaux de la chambre du pape et de la chambre du cerf, dans le frontispice du Virgilio décoré par Simone et dans une miniature du Codice di San Giorgio. C'est là aussi que la Clotte évoque pour la première fois sa découverte en 1959, en mars 1959, dans une salle obscure du Palais des Papes, d'un formidable, c'est comme ça qu'il l'appelle, le désigne à Castelnuovo, d'un formidable tableau légué par le chanoine Roquin, le fondateur des études sur la peinture avignonnaise à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, tableau alors très abîmé et couvert de repeints, qu'il rapproche aussitôt d'Enguerrand-Carton. Il le fera restaurer à Paris et à Rome et le publiera, une fois son intuition définitivement confirmée, en 1970 dans un très bel et copieux article de la Revue de l'Art. Et témoignage, une fois encore, de cette imbrication entre ces deux casquettes
d'homme de musée et de connaisseur. À peine voit-il le tableau qu'il persuade le conservateur du Palais des Papes de le présenter dans le futur musée Campana, à côté des peintures provençales du musée Calvé. Jean-Pierre connaît sans doute mieux que moi l'histoire de la seconde édition de l'École d'Avignon, publiée en 1983 par Flammarion, qui avait racheté les droits des éditions Gontier-Ségers et confié à Laclotte et à Jean-Pierre donc la direction d'une nouvelle collection intitulée École et mouvement de la peinture, composée de volumes cette fois plus imposants, abondamment illustrés, effets nouveaux, dotés d'un répertoire censé recenser justement les créations de la dite école. Comme dans la précédente collection, le premier titre est consacré à l'école d'Avignon et Laclotte me sollicite au printemps 1977 pour rédiger le répertoire, ce qui était de sa part un pari extrêmement risqué, puisque je n'étais alors qu'un jeune conservateur stagiaire, doté d'un bagage, c'est la grande différence entre l'Italie et la France, un bagage en matière d'histoire de l'art particulièrement modeste. Je lui dois donc à la fois mes débuts scientifiques et ma carrière dans les musées, puisqu'il m'a recruté quelques mois plus tard au département des peintures. Si l'entreprise était excitante, nous avons néanmoins été vraiment très embarrassés par les contraintes éditoriales. Par exemple, pour Laclotte, il n'était pas question de modifier l'économie générale du livre de 1960. D'ailleurs, si on compare les deux éditions, on se rend compte que le découpage en chapitres est quasiment identique. Laclotte a simplement eu effectivement la possibilité d'enrichir son texte et de l'actualiser, ce qu'il a fait admirablement d'ailleurs avec l'agilité qu'on lui connaît. Ainsi, dans son développement sur Simone et à Avignon, il réservera par exemple un assez long passage au panneau double face qu'il a découvert à Bourges en 1966, fait déposer au Louvre l'année suivante et publié dans Paragone en 1969. En 1983, c'est juste un petit détail que j'ajoute à ce que vient de dire admirablement Alessandro. En 1983, il persiste à reconnaître effectivement un ton propre à Avignon, distinct de la pure orthodoxie siennoise, comme il l'avait effectivement exprimé dans l'article de Paragone, et il est tenté d'y voir, je le cite, pure hypothèse incontrôlable, admet-il, l'œuvre d'un des compagnons de Simone à Avignon. Il propose le nom de Donato. Pour en revenir au livre, la formule avait un autre inconvénient. Nous étions bien conscients que la vision de la peinture en France, et j'inclus Avignon et le comtat vénétien dans la France, même s'ils ne furent effectivement annexés qu'en 1790 et 1991, mais je pense que stylistiquement parlant, cela a un sens. Donc cette vision de la peinture en France avait radicalement changé, notamment grâce aux travaux de Nicole Reynaud. Dès 1965, Nicole avait mis en évidence la pratique simultanée de la peinture sur panneau et de l'enluminure par les peintres, encouragée par l'exemple illustre de Jean Fouquet, et leur rôle comme fournisseurs de modèles, aussi bien pour la tapisserie, le vitrail, la broderie et la sculpture. J'ouvre une parenthèse pour dire que Nicole, qui est disparue en décembre dernier, vraiment c'est une sorte de nécrologie que je fais aujourd'hui, était une amie très chère de Laclotte et une conseillère avisée de chaque instant. Je vous projette une photo qui pour moi est très émouvante, effectivement, avec ces deux chères disparues, qui a été prise à l'occasion d'une réception chez une amie lors des 90 ans de Michel Laclotte. Pour ma part, je discutais quotidiennement avec Nicole et j'ai pris vite conscience de l'absurdité d'un catalogue qui était limité à la peinture de chevalet et à la peinture murale.
Pour ce qui est du Trecento, Marie-Claude Dionelli, par exemple, avait révélé dès les années 70, avant les travaux de Francesca Manzari, l'existence d'un groupe intéressant de livres enluminés à Avignon. Et pour le siècle suivant, entre 1960 et 1983, la physionomie de la peinture en Provence avait radicalement changé depuis la révélation en 1977 par François Avril de l'activité de carton dans le domaine de l'enluminure à travers 2 manuscrits, le somptueux missel de Jean Desmartins, achevé en 1466, acquis par la Bibliothèque nationale de France, et un livre d'heures de la Pierpont Morgan Library, décoré 20 ans plus tôt, c'est-à-dire dans les années 40, par 2 mains remarquables, l'une à l'évidence celle de carton, et l'autre qui était aux yeux de Avril, celle du maître de l'Annonciation d'Aix. La publication en 1981 par Sterling d'un acte notarié de 1444 associant au rang de témoins Carton et Barthélemy d'Eck, à l'époque donc précisément de la décoration du livre Morgan, allait accélérer le processus d'identification du maître d'Aix avec Barthélemy et celle du maître d'Aix, effectivement, avec le génial enlumineur du roi René, souvent désigné sous le nom de Re Renato, ou maître du cœur d'amour épris. Des contributions que la Claude se devait d'intégrer dans son essai. Pour ma part, puisque je n'avais pas droit effectivement à l'enluminure, je me suis bornée à cataloguer avec une grande prudence, peintre provençal, point d'interrogation, d'autant que la Claude était très réticent, je dois le dire, un tableau dont la parenté me paraissait frappante avec le triptyque d'Aix et les miniatures rapprochées de celui-ci. Je veux parler de l'admirable portrait daté 1456 de la collection Liechtenstein. Pour ce qui est de Barthélemy, je dois mentionner une lacune qui nous a vraiment rendus honteux. Jusqu'au milieu des années 1980, la critique française a ignoré, et bon, c'était le cas de Avril malheureusement en 1977, l'intuition géniale de Luciano Bellosi, qui a été publié en 1975 dans le premier numéro de Prospettiva, à savoir que dans les Mésis des très riches heures du duc de Berry, un 3e enlumineur avait travaillé vers le milieu du XVe siècle, entre les Limbourg, donc les Limbourg, les années 1410, Jean Colombe, la fin du siècle, un enlumineur qu'il baptisait Il Maestro del Secondo Quaderno et qu'il identifiait de manière vraiment géniale avec le maître du Re Renato, alias aujourd'hui Barthélemy d'Eck. Au moment de la rédaction de cette seconde édition de l'École d'Avignon, la Claude était complètement absorbée par le chantier du musée d'Orsay, auquel allait rapidement succéder, fin 1987, ses responsabilités de directeur du Louvre, chargé de mettre en œuvre le Grand Louvre, puis en 1994, la mission de préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art. Il n'était donc plus question pour lui de se lancer dans des travaux scientifiques de longue haleine, requérant effectivement des recherches bibliographiques poussées, mais il tenait absolument à suivre l'actualité. Pour ce qui est précisément d'Avignon, il s'est vraiment découvert avec une vive curiosité les études, entre autres, de Ferdinando Bologna, de Fiorella Svecchia, Carlo Ginzburg, Giovanni Romano, Mauro Natale, Alessandro Angelini, entre autres, sur les échanges méditerranéens, comme la restitution à notre cher Barthélemy d'Eck de toute une série d'œuvres par Fiorella Svecchia, Marie-Claude Dionelli et Nicole Reynaud. Amoureux comme il est resté jusqu'au bout de la peinture siennoise, il a été enthousiasmé quand il a appris que Martelt Israels voyait dans la grande Madonna de la collezione Berenson le centre du retable peint en 1347 par Lippo et Federico Memmi pour les Cordeliers d'Avignon, et que Emma Capron avait découvert à la Biblioteca Laurentiana la mention d'un polyptyque signé de Simone et daté 1343, qui était destiné au maître-autel de cette même église des Cordeliers d'Avignon.
Il a bien sûr appris avec intérêt la parution au printemps 2021 de 2 livres consacrés à l'activité de la famille Changenay et au rapport qu'entretenait avec elle Josely Franks, mais il faut reconnaître, je ne sais pas si j'ai, je l'anticipe, il faut reconnaître qu'il était alors dans l'incapacité physique, c'était vraiment les tout derniers mois, si vous voulez, de la vie de la Clotte, de se faire une opinion sur les hypothèses nouvelles et contradictoires qui y étaient avancées. Jusqu'à la fin, il sera passionné pour les questions de restauration. Il a assisté jusqu'en 2020 et dans des conditions périlleuses qui nous terrorisaient. Il a même eu un malaise il a fallu le rapatrier à Paris. Il a assisté aux réunions du comité de restauration de la chapelle Saint-Martial au Palais des Papes, décorée par Matteo Giovannetti, que vous avez sous les yeux. Mais pour l'homme de musée qu'il était par-dessus tout, ce sont vraiment les acquisitions, en quelque sorte, qui le tenaient en vie. Pour conclure, j'en citerai quelques-unes en rapport avec Avignon, soit par leur origine stylistique, soit par leur lieu de destination. Dans la première catégorie, je pense à des œuvres provençales, dernièrement entrées au Louvre, un panneau double face, ce que vous avez, je crois, sous les yeux. Oui, vous avez sous les yeux, effectivement, la Sainte Catherine et le Saint Antoine de Matteo Giovannetti, qui avait été déposé par Alvaro Saillé un temps au Louvre et que nous avons finalement réussi à acquérir en 2021. Et pour le Quattrocento, un problème justement spécifiquement lié à la famille Changenay et à l'atelier des Franks. C'est un panneau double face que nous avons eu la chance de découvrir, lui et moi, chez un marchand parisien à l'été 2019. Il s'est vivement réjoui que Claire et Giovanni Sarti donnent en 2006 et en 2016 au Louvre pour qu'il soit déposé à Avignon les 2 volets de l'Annonciation Campana que Andrea De Marchi a restitué à Giovanni di Tommasino Crivelli. Il était aussi très content que le Louvre renoue avec une vieille tradition en achetant en 2019 pour le déposer à Avignon. C'était un geste que la Clotte trouvait effectivement très, très important, que le Louvre participe à l'enrichissement des musées de province, y compris financièrement. Donc c'est le Louvre qui a acheté en 2019 pour Avignon un élément de Sforziere provenant de la collection de Gustave Eiffel, l'architecte de la Tour Eiffel, qui appartient au même décor que ces 4 panneaux Campana qui ont été montrés, dont l'un a été montré ce matin. Tous sont l'œuvre, ces panneaux Campana, d'un artiste mystérieux, actif à Florence au début du XVIe siècle, le maestro dei Cassoni Campana, à qui se sont particulièrement intéressés les 2 grands donateurs de la Fondazione Zeri, que sont Federico Zeri et Everett Fay. Merci.